En Guinée-Conakry, à l'époque de Sékou Touré, ils enseignaient la lutte de libération sud-africaine de l'école jusqu'à l'université. Si quelqu'un sur le continent voulait trouver des personnes qui savaient tout de la lutte en Afrique du Sud, de l'ANC, de telle ou telle bataille, c'étaient les Guinéens. Non pas seulement pour avoir la connaissance, mais pour soutenir la lutte qui se déroulait ici. Lorsque je suis allé en Guinée pour la première fois, longtemps après la mort de Sékou Touré, le président s'est plaint à moi. Il m'a dit, « Vous savez, vous avez obtenu votre libération en 1994. Le président Mandela a visité de nombreux pays africains, mais il a survolé la Guinée. Vous avez fait la même chose, vous survolez Conakry, et pourtant, ce sont ces gens-là. » Une fois, Nkosazana Dlamini-Zuma était ministre des Affaires étrangères. Elle a décidé de faire du lèche-vitrine. En Guinée-Conakry, elle entre dans une bijouterie et regarde. Elle faisait juste du lèche-vitrine. Le commerçant lui dit, « Madame, choisissez celui que vous préférez. Lequel, selon vous, est le meilleur pour vous ?» Elle répond, « Non, 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 je regarde seulement. » Le commerçant insiste, « Non, je sais que vous regardez, mais jetez un œil. » Elle s'exécute et dit, « Celui-ci. » Le commerçant le sort, l'emballe et le lui donne. Elle dit, « Mais je n'achète rien. » Il lui répond, « Je ne vous le vends pas, je vous le donne. N'êtes-vous pas la ministre des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud ? » « Oui, je le suis. » Il dit, « C'est pour vous, de la part du peuple de Guinée. Ce que j'essaie de vous transmettre à travers cela, c'est l'histoire d'une relation bien spécifique que nous avions avec le continent africain. Le président Obasanjo effectuait son second mandat de président vers 2003. Autour de 2002, j'ai commencé à lui dire « J'entends des bruits négatifs à votre sujet parmi les Nigérians. Lorsque vous vous porterez candidat pour votre second mandat, vous risquez de ne pas l'obtenir. » Il me répondait « Non, 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 Thabo, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Jusqu'à ce que, je crois, lors de l'Assemblée générale des Nations unies en 2002, ils me disent « Mais pourquoi n'as-tu pas soulevé cette question concernant le Nigeria ?» J'ai dit « Parce que je connais ta réponse. Ta réponse va être « Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Il a dit « Non, tout ne va pas bien. Vous savez, nous avons dû intervenir là-bas pour parler aux dirigeants du Nigeria et leur dire « C'est certain, vous avez des problèmes avec lui concernant le Nigeria, mais nous ne voulons pas le perdre en tant que leader africain. Alors s'il vous plaît, pouvons-nous parvenir à un compromis ?» C'est ainsi que l'affaire a été réglée. Madiba s'est occupé de la RDC lorsque le vieux Kabila a pris le pouvoir. Vous vous en souvenez. Ensuite, Julius Nyerere, Mwalimu, a visité le pays et un jour il m'a dit, j'étais alors vice-président. Que faites-vous concernant le Congo? J'ai dit, Mwalimu, nous avons un accord avec le président Kabila pour former un comité conjoint qui examinera absolument tout ce qui concerne le Congo et nous-mêmes. Nous avons formé le comité et nous attendons maintenant que le président Kabila nous dise qu'ils ont formé le leur pour que nous puissions aller à Kinshasa. Il m'a dit, ce que vous devez faire demain, c'est monter dans un avion et voler vers Kinshasa. J'ai dit, comment ça? Nous attendons Kabila. Il a répliqué, tu crois qu'il va te faire un rapport? Tu y vas et tu l'attends dans un hôtel à Kinshasa. Et ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et en effet,
Nous sommes montés dans l'avion et sommes allés à Kinshasa. Je parle d'une période bien particulière de notre histoire. Maintenant, nous avons beaucoup de problèmes ici. Des problèmes légitimement soulevés. Des niveaux massifs de chômage, c'est exact. Des niveaux élevés de criminalité, c'est exact. Mais on pointe du doigt les mauvaises personnes. Le niveau élevé du chômage dans ce pays n'est pas dû. Il n'est pas dû aux Africains sans papier. Ce n'est pas le cas. Nous connaissons l'histoire en détail. Comment l'Afrique du Sud, de 1994 à 2008 à 2009, a vu sa courbe grimper ainsi, avec des taux de croissance atteignant 6%. Puis, à partir de 2009, elle est repartie dans la direction opposée. Cela n'a pas été causé par les immigrés sans papier. Les personnes à l'origine de ce déclin rient dans leur coin en ce moment même, parce que nous ne les pointons pas du doigt, mais nous regardons ailleurs. C'est une erreur. C'est un problème auquel les Sud-Africains doivent faire face. Je soulève cela dans ce contexte, monsieur le maître de cérémonie, pour que vous puissiez imaginer ce que se dit le citoyen de Guinée-Conakry. Quand je dis aujourd'hui à ce Guinéen qui marche dans les rues de Johannesburg, le slogan « Rentrez chez vous », ils ne le comprennent pas. Et la raison pour laquelle ils ne le comprennent pas, c'est parce qu'au cours de la lutte contre l'apartheid, le continent en est venu à s'approprier l'Afrique du Sud. Si vous vous en souvenez bien, cette lutte sud-africaine n'était pas seulement une lutte sud-africaine, c'était leur lutte. Je vais donc faire une prédiction. Les Africains continueront à venir en Afrique du Sud. Peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas changer les cœurs et les esprits de ces Africains. C'est un état d'esprit particulier à l'égard de cette Afrique du Sud qu'ils ont aidé à libérer. Ce que nous devons faire en tant que Sud-Africains, c'est nous demander comment gérer cela. Vous n'allez pas résoudre le problème du chômage ici en criant contre les Africains sans papier et en laissant tranquilles les coupables. Les coupables sont assis ici. Je pourrais même vous donner leur nom. Mais nous pointons du doigt les mauvaises personnes